Chapitre 1, la façade parfaite. Bruce Taylor ajusta ses lunettes à monture métallique et examina les rapports trimestriels étalés sur son bureau en acajou. Pour quiconque l'observait, il était l'incarnation même du comptable prospère de banlieue. Méthodique, réservé et parfaitement prévisible. Son bureau d'angle du centre-ville de Seattle surplombait le quartier financier animé, témoignage de 15 ans passés à bâtir son cabinet à partir de rien. Les photos encadrées sur son bureau racontaient l'histoire d'une vie enviable. Julia Taylor, sa magnifique épouse depuis 12 ans, ses cheveux auburn reflétant le soleil sur leur photo de mariage, leur vaste maison coloniale à Bellevue, des clichés de vacances en Europe et aux Caraïbes. Ce que les photos ne révélaient pas, c'était la précision calculée derrière chaque aspect de l'existence de Bruce, ni les compétences qu'il avait perfectionnées pendant 8 ans dans le Special Air Service britannique avant d'immigrer en Amérique. Monsieur Taylor. La voix de sa secrétaire grésillait dans l'interphone. Madame Taylor est là pour vous recevoir. Bruce jeta un coup d'œil à sa montre. 15h47. Julia ne venait jamais à son bureau sans prévenir. Laissez-la entrer. Julia entra dans la pièce, vêtue d'une robe de créateur plus chère que le salaire mensuel de la plupart des gens. À 34 ans, elle gardait la même silhouette qui avait attiré l'attention de Bruce lors d'un gala de charité, 13 ans plus tôt. Son sourire était radieux, mais l'œil exercé de Bruce remarqua la tension subtile qui entourait ses yeux verts. « Chérie, je faisais des courses dans le coin et j'ai pensé te surprendre. » Elle se percha au bord de son bureau, son parfum, quelque chose de nouveau et de cher, remplissant l'espace entre eux. « Belle surprise, répondit Bruce, même si ses alarmes intérieures sonnaient doucement. Julia méprisait son bureau, le qualifiant de morne et de inférieur à ses critères. « Je réfléchissais, poursuivit-elle en traçant des motifs sur son bureau avec son doigt manucuré. Peut-être devrions-nous planifier de nouvelles vacances dans un endroit exotique. Aux Maldives, peut-être. Bruce étudia son visage. En 12 ans de mariage, il avait appris à déchiffrer les signaux de Julia. Sa façon d'éviter le contact visuel direct lorsqu'elle complotait quelque chose. Sa voix légèrement plus aiguë lorsqu'elle mentait. Cette habitude nerveuse de se toucher la gorge en cas d'anxiété. Les 3 signes étaient présents maintenant. Les mâles ont l'air formidables, dit-il d'un ton neutre. Mais je vais devoir libérer mon agenda. Plusieurs clients nécessitent une attention particulière ces prochaines semaines. Une lueur traversa les traits de Julia. Déception. Soulagement. C'était passé trop vite pour être interprété. Bien sûr, mon chéri, le travail d'abord. Elle se leva et l'embrassa sur la joue, ses lèvres s'attardant un instant de trop. Je te laisse retourner à tes chiffres. Après son départ, Bruce resta assis dans un silence contemplatif. 20 ans plus tôt, il aurait pris ses soupçons pour de la paranoïa. Mais 2 décennies passées à décrypter les gens, d'abord comme soldat, puis comme quelqu'un qui avait bâti une entreprise très différente parallèlement à son cabinet comptable, lui avait appris à se fier à son instinct. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un téléphone qui ne figurait sur les registres d'aucun opérateur. 3 numéros y étaient programmés. Il composa le premier. Clay s'éleva d'une voix grave après une sonnerie. C'est Bruce. J'ai besoin d'un service. Claylin avait servi aux côtés de Bruce dans le SAS avant de le suivre en Amérique. Il dirigeait désormais un cabinet de conseil en sécurité sérieux qui traitait parfois des demandes peu légitimes de la part de vieux amis. Imaginez. J'ai besoin d'une surveillance discrète chez moi. À partir de ce soir, il y eut un silence. Tout va bien? Probablement rien, mais je préfère être paranoïaque et avoir tort que de faire confiance et d'être mort. Je surveillerai votre maison d'ici 1 heure. Je dois surveiller tout ce qui est spécifique. Des visiteurs, une activité inhabituelle, et Clay. La voix de Bruce se durcit. Si vous voyez quoi que ce soit qui suggère un danger immédiat, n'attendez pas mon signal. Tandis que les ombres du soir s'étendaient sur Seattle, Bruce maintenait sa routine avec une précision mécanique. Il s'arrêta à son café habituel, échangea des politesses avec le barista qui connaissait sa commande et acheta son journal du soir. Pour tout observateur, il n'était que Bruce Taylor, expert comptable, rentrant chez lui retrouver sa belle épouse après une autre journée banale à gérer l'argent des autres. Mais sous la surface, tous ses sens étaient exacerbés. Il remarqua la berline bleue qu'il avait suivie depuis son bureau, la façon dont elle maintenait une distance précise de 3 voitures. Il mémorisa la plaque d'immatriculation et le profil du conducteur. Plus révélateur encore,
il remarqua que le véhicule ne le suivait pas dans son quartier résidentiel, suggérant que l'occupant connaissait déjà sa destination. La maison des Taylor était située sur un terrain de 2 hectares méticuleusement paysagé, dont l'architecture coloniale et les grilles de sécurité en fer laissaient entrevoir une richesse discrète. Bruce avait choisi cet emplacement pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le statut social. L'élévation offrait une vue dégagée dans toutes les directions. La propriété comportait plusieurs issues de secours et le sous-sol comportait des modifications qui ne figuraient sur aucun permis de construire. Julia l'accueillit à la porte avec un martini et un sourire qui semblait sincère, mais qui semblait répéter. « Comment s'est passée ta journée, mon chéri ?» Productive. Le compte Morrison était enfin réglé. Ils dînèrent à la table de la salle à manger, discutant de leur projet de vacances et de la virée shopping de Julia cet après-midi. Elle mentionna avoir retrouvé son amie Adriana Elliott pour le déjeuner, un détail que Bruce conserva pour vérification ultérieure. Chaque mot, chaque geste était interprété avec la précision d'acteurs suivant un scénario bien rodé. Mais à mesure que la soirée avançait, Bruce remarqua d'autres choses. Le téléphone de Julia vibrait sans cesse, avec des messages auxquels elle ne répondait pas en sa présence. Sa façon de s'excuser pour appeler rapidement sa sœur, une sœur que Bruce savait déployer à l'étranger dans la marine. Le tremblement presque imperceptible de ses mains lorsqu'elle pensait qu'il ne la regardait pas. À 23 heures, Julia annonça qu'elle était épuisée et monta à l'étage. Bruce attendit 20 minutes avant de la suivre, s'arrêtant pour activer des systèmes de sécurité bien plus performants que ceux d'un service résidentiel. La maison tomba dans le silence, seulement troublée par le bourdonnement subtil des équipements de surveillance électronique dissimulés dans les comptes financiers, systèmes de communication et maisons sûres. Et vous allez le faire rapidement parce que ma patience pour cette situation est extrêmement limitée. Et si je coopère, votre mort sera rapide et professionnelle plutôt que prolongée et éducative. Les mots frappent Julia comme un coup physique. Malgré tout ce qui s'était passé, une partie d'elle avait toujours espéré la miséricorde, pour le pardon, pour une chance d'échapper aux conséquences de sa trahison. Il n'y a aucun moyen de sortir de cela, c'est-à-dire ? Bruce se détourna de la fenêtre et la regarda avec quelque chose qui aurait pu être pitié. Julia, tu as embauché des hommes pour me tuer dans mon sommeil. Vous aviez prévu de profiter de ma mort et de détruire des innocents dans le processus. Vous vous êtes alliés à des criminels qui circulent dans la misère humaine. Vous attendiez-vous vraiment pardon ? Des profondeurs du bâtiment sont venus un autre cri. Celui de Carrie. Le son a duré plus longtemps cette fois, rempli d'agonie et de désespoir qui a fait serrer l'estomac de Julia de nausée. Faites votre choix, dit Bruce, retournant à son bureau. La coopération suivie d'une mort ou d'une résistance rapide suivie d'une éducation qui rendra l'expérience actuelle de votre ami agréable en comparaison. Julia a regardé les fichiers répartis sur le bureau de fortune de Bruce, chacun représentant une vie qu'il avait systématiquement cataloguée et préparée à détruire. Elle pensa à Frédéric, probablement déjà mort ou souhaitant qu'il l'était. Elle a pensé aux 3 hommes qu'elle avait convaincus de trahir leurs plus âgés, payant maintenant le prix ultime pour leur cupidité et leur trahison. Surtout, elle pensait à l'homme qu'elle avait épousé, à la douce comptable qui s'inquiétait des délais fiscaux et à collecter des timbres. Cet homme n'avait jamais existé. Ce qui était assis en face d'elle était quelque chose de bien plus dangereux. Un tueur professionnel qui avait passé 12 ans à étudier ses faiblesses et à se préparer à sa trahison. « Je vais tout te dire », murmura Julia. Bruce a souri et a ouvert un nouveau cahier. « Excellent. Commençons par les arrangements financiers de Frédéric. Je veux des numéros de compte, des codes d'accès et l'emplacement de ses actifs liquides. » Alors que Julia commençait à fournir les informations qui détruiraient le réseau criminel auquel elle s'était alliée, elle a réalisé que la vengeance de Bruce était plus complète que le simple meurtre. Il démontait systématiquement tout ce qu'elle avait travaillé pour construire, garantissant que sa trahison entraînerait la destruction complète de tout le monde et de tout ce qu'elle avait apprécié. Le comptable à la poubelle a disparu pour toujours. Ce qui restait, c'est un prédateur qui comprenait que la vraie vengeance nécessitait plus que la mort. Cela a nécessité l'élimination absolue et permanente de chaque trace de ceux qui l'ont trahi. À l'extérieur des fenêtres cassées, les toits de Seattle ont brillé au soleil de l'après-midi, ignorant que plusieurs de ses citoyens connaissaient leurs dernières heures de vie dans un bâtiment abandonné sur le rivage de Puget Sound. Chapitre 8. Audit final. La confession a duré 3 heures. Julia a fourni des détails sur le réseau criminel de Frédéric avec la précision mécanique de quelqu'un qui a compris que la coopération était son seul espoir pour une mort miséricordieuse.
Bruce a tout enregistré, posant occasionnellement des questions clarifiant ou demandant des détails supplémentaires sur des opérations spécifiques, mais surtout en écoutant l'attention du patient d'une intelligence professionnelle. Parson 7. Il possédait une compréhension complète de la conspiration contre lui et de l'organisation criminelle plus large à laquelle elle était liée. Le réseau de Frédéric comprenait des responsables corrompus dans 6 pays, des opérations de contrebande qui ont tout déplacé des armes aux victimes de la traite des êtres humains et une clientèle de personnes riches qui ont payé des prix premium pour le pouvoir discrétionnaire absolu dans leurs activités illégales. C'est tout, dit finalement Julia, sa voix des heures de conversation. Chaque compte, chaque contact, chaque opération que je connais. Bruce a passé en revue ses notes avec des soins méthodiques, de manière parfois croisée des détails contre les fichiers qu'il avait compilés pendant les mois de surveillance. Le renseignement que Julia avait fourni serait inestimable pour éliminer toute l'organisation de Frédéric, des dizaines de criminels qui ne verraient jamais la justice par le biais de canaux traditionnels d'application de la loi. Merci pour votre coopération, a déclaré Bruce. Vos informations garantiront que les associés de Frédéric répondent aux conséquences appropriées pour leurs crimes. Et moi ? Demanda Julia. Vous avez dit que ma mort serait rapide si je coopérais. Et ce sera. Mais d'abord, il y a encore une question à aborder. Bruce a ouvert un fichier final et a retiré un document qui a fait du gel de blood de Julia. Son certificat de naissance original répertoriant son vrai nom de Marina Volov, fille d'immigrants russes qui ont changé leur identité après avoir fui leur pays natal en 1987. Le document a été suivi de photographies montrant Julia à divers âges, y compris des images de ses mariages précédents à des hommes décédés dans des circonstances suspectes. Pensiez-vous vraiment que j'épouserais quelqu'un sans mener une enquête approfondie en arrière-plan ? Demanda Bruce en conversation. Julia Béant Taylor est une identité soigneusement construite que vous utilisez depuis 13 ans. Avant cela, vous étiez Maria Santos, veuve d'un riche éleveur décédé dans un accident de conduite pratique. Avant cela, vous étiez Michel Chin, dont le mari a subi une crise cardiaque mortelle malgré aucun antécédent de problème cardiaque. Julia regarda le témoignage de son passé avec une horreur croissante. Depuis combien de temps connaissez-vous ? Depuis notre 3e date. J'ai été impressionné par la sophistication de votre construction d'identité, plusieurs couches de documentation, des références soigneusement placées, même des connexions sociales fabriquées. Vous l'aviez clairement déjà fait. Bruce a ouvert une autre section du dossier révélant des dossiers financiers qui ont retracé les actifs de Julia à travers plusieurs identités et juridictions. Chaque mari vous a fourni une richesse substantielle avant de mourir de façon inattendue. L'assurance vie de l'éleveur a payé 4 millions. Les investissements de l'homme d'affaires valaient 7 millions lorsqu'il est passé. Vous assassez des hommes riches pour leur argent depuis plus de 15 ans. Alors pourquoi m'as-tu épousé ? Parce que vous avez représenté une opportunité unique, a répondu Bruce. Un criminel professionnel qui ne savait pas qu'elle vivait avec un autre criminel professionnel. Je voulais étudier vos méthodes, comprendre votre psychologie et finalement utiliser vos compétences à mes propres fins. L'esprit de Julia a brouillé en traitant les implications. Tu m'as utilisé. Nous nous sommes utilisés, Julia. Vous pensiez que vous aviez trouvé une autre riche victime pour manipuler et assassiner. Je savais que j'avais trouvé quelqu'un avec de l'expérience dans la manipulation d'identité et mis en scène des décès. Compétences qui se sont révélées précieuses pour mes opérations commerciales légitimes. Bruce a retiré une série de photographies montrant Julia dans diverses scènes de crimes au fil des ans. Toujours en arrière-plan, toujours avec un alibi, mais toujours présent lorsque des décès pratiques se sont produits. Vous m'avez aidé à éliminer plusieurs clients problématiques sans s'en rendre compte. Votre présence lors d'événements sociaux a fourni une couverture parfaite pour les opérations qui auraient autrement pu attirer une attention indésirable. Vous m'avez manipulé pour vous aider à tuer des gens. Je vous ai donné des opportunités de faire ce que vous faites naturellement. Soyez présent lorsque des hommes riches et puissants sont morts de façon inattendue. La différence est que mes objectifs méritent leur sort, tandis que les vôtres étaient simplement des sources de revenus pratiques. Un autre cri résonnait à travers le bâtiment, celui-ci plus faible que les précédents. Julia tressaillit le son, reconnaissant qu'un de ses conspirateurs atteignait les limites de l'endurance humaine. Ils meurent, n'est-ce pas, elle a demandé. Ils paient leurs crimes, a corrigé Bruce. Clay a avoué 17 meurtres commis par le biais de sa société de sécurité au cours des 5 dernières années. Les activités d'importation de car ont été un front pour la traite des êtres humains, le déplacement des femmes réduites en esclavage à travers les frontières internationales.
il a vendu des informations sur l'application des lois à des criminels, ce qui leur a permis d'éviter la justice depuis des décennies. Bruce. Les professions de la violence et de l'exploitation systématique. Le kit de chirurgien. Positionné pour soutenir le récit que vous avez été tué par les associés de Frédéric dans le cadre d'un différend criminel. Où vous pouvez rejoindre vos amis dans le processus éducatif, en apprenant de première main sur les conséquences de la trahison des personnes qui vous font confiance. Julia a regardé les outils, puis à Bruce, puis au fichier documentant ses crimes couvrant 15 ans. Pour la première fois depuis son premier meurtre, elle a ressenti une véritable peur. Pas l'excitation du danger ou le frisson de la manipulation, mais la terreur absolue face à quelqu'un de plus dangereux qu'elle. La mort rapide, murmura-t-elle. Je pensais que vous pourriez choisir cette option. Bruce a sélectionné un petit instrument à l'aspect précis de sa collection. Avant de continuer, il y a une dernière chose que j'ai besoin que vous compreniez. Il a ouvert un dossier final et a retiré des photographies d'une femme que Julia n'a pas reconnue. Une brune attrayante dans la trentaine, riant d'une blague invisible. La femme portait une alliance et se tenait à côté d'un homme dont le visage avait été soigneusement obscurci à chaque image. Son nom était Sarah Mitchell, dit tranquillement Bruce. Elle a été ma première femme avant de créer l'identité de Bruce Taylor. Nous nous sommes mariés pendant 3 ans avant qu'elle ne soit tuée dans ce qui semblait être une invasion de domicile aléatoire. Julia regarda les photographies, commençant à comprendre la véritable profondeur de la motivation de Bruce. L'enquête a révélé que Sarah avait été ciblée par quelqu'un qui a découvert mes antécédents militaires et pensait qu'il pouvait toujours être vulnérable. Nécessite des solutions permanentes. En haut de l'instrument, il avait sélectionné plutôt une lame mince et pointue conçue pour les coupes de précision. And, sont un tueur en série qui a passé 15 ans à assassiner des hommes innocents pour leur argent. Votre mort sert à la justice et à la vengeance. Julia a fermé les yeux et a tenté de convoquer le courage qui l'avait mené à travers une vie de déception dangereuse. Faites juste rapidement. Ouvrez les yeux, Julia. Je veux que vous voyiez cela venir. Elle ouvrit les yeux et trouva Bruce debout directement devant elle. La lame a eu lieu avec une compétence professionnelle. Son visage n'a montré aucune émotion, pas la colère, pas la satisfaction, pas même le mécontentement. Ce qu'elle a vu était l'absence totale de sentiments humains, le détachement parfait de quelqu'un qui avait tué tant de fois que la mort était devenue un simple processus mécanique. Au revoir, Julia, dit tranquillement Bruce. La lame s'est déplacée avec une précision chirurgicale, trouvant le point exact où il causerait un maximum de dommages avec une souffrance minimale. Julia a ressenti un moment de douleur aiguë, puis répandre la chaleur, alors rien du tout. Bruce a vérifié son pouls pour confirmer la mort, puis a commencé le processus méthodique de mise en scène de son corps pour soutenir le récit qu'il a construit. Au moment où il a terminé, la scène raconterait une histoire claire. Julia Taylor avait été assassinée par des associés de Frédéric Lawson dans le cadre d'un différend pénal sur l'argent et le territoire. De plus profond dans le bâtiment est venu le silence. Clay, Carrie et Hugh avaient fini de payer leur trahison. Bruce a rassemblé ses dossiers, son équipement et ses appareils d'enregistrement, garantissant qu'aucune preuve ne restait, qui pourrait contredire l'histoire officielle. En 6 heures, des conseils anonymes dirigeraient la police vers l'entrepôt, où ils découvriraient les corps de 4 criminels qui s'étaient apparemment tués dans un différend sur de l'argent volé. Le comptable à la poubelle du nom de Bruce Taylor serait pleuré comme la victime innocente d'une invasion de domicile. Le meurtre tragique de sa veuve serait attribué à sa malheureuse implication avec des criminels qui ont ciblé son mari. L'affaire serait close dans un mois sans enquête sur les vraies circonstances derrière les décès. Mais le prédateur qui avait appris son métier dans les montagnes d'Afghanistan disparaîtrait pour toujours, ne laissant aucune trace, aucune connexion et aucune extrémité lâche qui pourrait menacer sa prochaine identité. Alors que Bruce se préparait à quitter l'entrepôt, il s'arrêta à l'une des fenêtres cassées surplombant le son Puget. La ligne d'horizon de Seattle brise dans l'obscurité. Beau est complètement inconscient que plusieurs de ses citoyens venaient de vivre le juge d'une sorte qu'aucun tribunal ne pouvait fournir. 20 ans d'équilibre soigneusement entretenu entre ces deux vies se terminaient. Demain, il commencerait le processus de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un sans histoire, sans lien et aucune vulnérabilité que les ennemis pourraient exploiter. Mais ce soir, il s'est accordé un moment de satisfaction. Tous ceux qui l'ont trahi étaient morts. Tous ceux qui avaient menacé des innocents dans la poursuite de bénéfices criminels avaient fait face à des conséquences appropriées. Le monde était un endroit légèrement plus sûr. Cela devrait être suffisant. Chapitre 9.
Nouveau début. 6 mois plus tard, l'homme qui avait autrefois été Bruce Taylor était assis dans un petit café de Prague en révisant les journaux financiers et en sirotant du café qui coûtait plus que la plupart des gens gagnaient en une journée. Pour quiconque observant, il semblait être exactement ce que ces documents prétendaient. Le docteur David Chain, un consultant en investissement semi-retraité bénéficiant de vacances européennes étendues tout en gérant un modeste portefeuille de clients internationaux. La transformation avait été complète et méthodique. L'identité de Bruce Taylor était décédée avec lui dans cet entrepôt de Seattle ainsi que chaque lien avec sa vie antérieure. Les comptes bancaires avaient été vidés et acheminés à travers des canaux qui les ont rendus introuvables. Les relations commerciales avaient été discrètement résiliées sans adresse de transfert. Le comptable à la poubelle avait simplement disparu, ne laissant que derrière une histoire tragique d'un homme assassiné par des criminels qui ciblaient sa femme infidèle. Le matin de Prague était net et clair, parfait pour le genre d'ambiance contemplative qui s'était installé sur lui depuis sa réalisation de sa métamorphose. L'homme qui avait été Bruce Taylor, et avant cela, le sergent Whitmore du 22e SAS a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des décennies. Paix. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro qui n'a pas été enregistré dans ses contacts. Package livré comme demandé. Client satisfait des résultats. Service supplémentaire disponible sur demande. Il a supprimé le message sans répondre. Le réseau qu'il avait construit sur 2 décennies a continué de fonctionner malgré sa mort officielle. Géré par des associés soigneusement sélectionnés qui comprenaient l'importance de la discrétion et des résultats. Ces anciens clients ne sauraient jamais que leur fournisseur de services avait changé. Ils continueraient simplement à recevoir l'assistance spécialisée dont ils avaient besoin. Mais David Chain n'avait aucun intérêt à poursuivre la profession de Bruce Taylor. La richesse accumulée à partir de 20 ans de conseils spécialisés était plus que suffisant pour tout style de vie imaginable. Plus important encore, l'élimination systématique de tous ceux qui l'avaient trahi avait fermé le dernier chapitre d'une histoire qui avait commencé dans les montagnes de l'Afghanistan. La vengeance qu'il avait prise ne s'était pas limitée à Julia et à ses conspirateurs. Au cours des 6 mois qui ont suivi leur mort, des conseils anonymes étaient parvenus aux organismes d'application de la loi dans 12 pays, fournissant des preuves qui ont démantelé l'intégralité du réseau criminel de Frédéric. Des fonctionnaires corrompus avaient été arrêtés, des opérations de contrebande avaient été exposées et des dizaines de criminels s'étaient retrouvés confrontés à la justice pour lesquels ils se sont avérés à l'abri. L'opération de traite des êtres humains, Carrie, avait aidé à gérer avait été fermée en permanence avec ses victimes libérées et ses opérateurs aux condamnations à perpétuité. Le réseau de contacts corrompus de l'application des lois de Hughes avait été exposé par des preuves soigneusement divulguées, ce qui a entraîné le plus grand scandale de corruption de la police dans l'histoire de Seattle. La société de sécurité de Clay avait été révélée comme un front pour le meurtre de contrat, conduisant à l'enquête et à l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans ces opérations. Aucun des survivants ne connecterait jamais leur chute comptable à la poubelle décédée dans une invasion de domicile 6 mois plus tôt. Pour eux, il semblerait que quelqu'un, peut-être une organisation criminelle rivale, ait systématiquement rassemblé des preuves de ses activités et l'a utilisé pour les détruire par le biais de canaux officiels. David Chain a souri en lisant les dernières arrestations du journal international. La justice retardée était toujours la justice, même lorsqu'elle est passée par des canaux non conventionnels. Sa réflexion a été interrompue par l'arrivée de quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à revoir, Cléline, ou plutôt quelqu'un qui portait une ressemblance frappante avec son ancien coéquipier. L'homme qui s'approchait de sa table était plus mince que Clay ne l'avait été, avec des cicatrices chirurgicales qui suggéraient une intervention médicale approfondie, mais ses yeux étaient incontestablement ceux de quelqu'un qui avait partagé les trous de renard en Afghanistan 20 ans plus tôt. « Bonjour, Bruce », dit doucement l'homme, prenant le siège de lui sans invitation. L'expression de David Chain n'a pas changé, mais son esprit a immédiatement commencé à calculer les distances, les angles et les armes potentielles à portée de main. « Je pense que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Je m'appelle David Chain. » Les cicatrices sont un excellent travail, a poursuivi Clay, ignorant le déni. Reconstruction faciale, travail dentaire, voire modification chirurgicale de vos empreintes digitales. Mais vous ne pouvez pas changer les yeux, et vous ne pouvez pas changer la façon dont vous vous déplacez. Je vous reconnais n'importe où. David a maintenu son expression calme tout en évaluant le niveau de menace. La présence de Clay a suggéré une chance remarquable ou une planification minutieuse. Compte tenu de leur histoire partagée, la planification était plus probable. J'ai peur de ne pas savoir de quoi vous parlez. Vous vous demandez comment j'ai survécu ? A déclaré Clay. La réponse est que je ne l'ai pas fait.
Clelin est mort dans cet entrepôt avec Carrie et Hugh. Ce qui se trouve en face est quelque chose de différent. Quelqu'un qui a appris de ses erreurs et a choisi un chemin plus productif. David a soulevé un sourcil mais il est resté silencieux. L'interrogation que vous avez soumise à moi-même. Qu'est-ce qui a compté? L'organisation de Frédéric. Bénéficiant de la violence et de l'exploitation. David regarda le dossier mais ne l'a pas touché. Pourquoi serais-je intéressé par ces informations? Parce qu'ils représentent des affaires inachevées. Parce que les innocents souffrent pendant que ces criminels opèrent en toute impunité. Et parce que je vous connais assez bien pour comprendre que votre sens de la justice ne laissera pas cela continuer. Vous supposez que je ne suis pas quelqu'un que je ne suis pas joué au sourire pour la première fois depuis que vous vous êtes assis. Bruce, nous avons servi ensemble pendant 8 ans. Je sais comment vous pensez, comment vous planifiez, comment vous opérez. Vous n'avez pas simplement éliminé les gens qui vous ont trahi. Vous avez démantelé tout leur réseau pour vous assurer que personne d'autre ne serait victime de leurs crimes. Ces 3 cellules représentent des extrémités lâches qui doivent être liées. David a finalement ramassé le dossier et a jeté un coup d'œil à travers son contenu. L'intelligence était complète et actuelle, détaillant les opérations à Bangkok, Marseille et Mexico qui étaient directement liées à l'ancienne organisation de Frédéric. Des centaines de victimes ont été victimes de la traite à travers ces réseaux, générant des millions de bénéfices pour les criminels qui opéraient hors de portée des forces de l'ordre traditionnelles. Même si je cette personne Bruce, vous pensez que je suis, a déclaré David soigneusement. À quoi vous attendriez-vous en échange de ces informations? Rien, a répondu Clay. Ceci est une tentative de rachat, pas une transaction. Je dois une dette qui ne peut jamais être entièrement remboursée, mais je peux au moins essayer d'équilibrer les échelles. Moment, rassemblant des ressources, en éliminant mes propres connexions qui pourraient compromettre les opérations. Le visage de son coéquipier, à la recherche de signes de tromperie ou de programmes cachés. Service. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que j'ai déjà prouvé mon engagement envers ce chemin. Il y a 6 semaines, j'ai éliminé les 3 derniers membres de mon ancienne entreprise de sécurité, des hommes qui poursuivaient les activités criminelles que j'avais commencées. Il y a 2 semaines, j'ai fourni des preuves à Interpol qui ont conduit à l'arrestation de marchands d'armes en Europe de l'Est. La semaine dernière, j'ai sauvé 17 victimes de la traite d'un complexe du Monténégro. Clay a retiré son téléphone et a montré à David une série de photographies documentant les opérations qu'il a décrites. Les preuves étaient des détails convaincants et corroborés que David avait lus dans les reportages internationaux. Je ne demande pas le pardon, a poursuivi Clay. Je demande l'occasion de passer le temps qui me laisse faire amendamment ce que j'ai fait. Vous m'avez appris que certaines trahisons nécessitent des conséquences permanentes. J'essaie de m'assurer que ces conséquences bénéficient aux innocents plutôt que de simplement satisfaire la vengeance. David a fermé le dossier et s'est penché en arrière sur sa chaise en tenant compte de la proposition. Le renseignement que Clay avait fourni était précieux, mais agir à ce sujet nécessiterait des ressources, une planification et des compétences qui seraient difficiles à gérer seules. Plus important encore, il signifierait abandonner la retraite pacifique qu'il prévoyait en faveur de la poursuite du travail dangereux qui avait défini sa vie d'adulte. Mais les photographies du téléphone de Clay ont montré des visages qui hantaient quiconque a une conscience. Enfants et jeunes adultes dont la vie avait été détruite par les réseaux criminels que Frédéric avait aidé à établir. Ignorer leur souffrance rendrait David complice de leur victimisation continue. Si nous devions travailler ensemble, David a déclaré enfin, ce serait sous mon contrôle opérationnel. Aucune initiative indépendante, pas d'agenda personnel, pas de déviation par rapport aux protocoles établis. Clay hocha la tête. Compris. Et si vous me trahissez à nouveau, même légèrement, votre mort sera beaucoup plus créative que ce que vous avez vécu dans cet entrepôt. Aussi compris. David a terminé son café et s'est levé, laissant de l'argent sur la table pour couvrir la facture. Donnez-moi 72 heures pour revoir votre intelligence et élaborer des plans opérationnels. Si je décide de continuer, je vous contacterai en utilisant le numéro dans ce dossier. Et si vous décidez de ne pas procéder, alors David Chin continuera ses vacances européennes, et vous trouverez d'autres moyens d'équilibrer vos comptes moraux. Alors que David s'éloignait du café, il réfléchit sur le inattendu, sa nouvelle vie avait prise. Il y a 6 mois, il pensait que sa carrière violente se terminait par l'élimination de tous ceux qui l'avaient trahi. Maintenant, il a fait face à la possibilité de poursuivre qui travaille dans différentes circonstances, avec des motivations différentes, et potentiellement avec l'aide de quelqu'un qui avait été son ennemi.
L'ironie n'a pas été perdue pour lui. La tentative de rédemption de Clay pourrait conduire au retour de David à la profession qu'il avait essayé de laisser derrière lui. Mais si ce retour signifiait protéger les innocents des criminels qui opéraient hors de portée de la justice, cela servirait peut-être un but plus significatif qu'une simple vengeance. Dans sa chambre d'hôtel ce soir-là, David a répandu l'intelligence de Clay sur son bureau et a commencé le processus méthodique d'analyse des cibles, des ressources et des exigences opérationnelles. Le travail était familier et étrangement réconfortant, un retour aux compétences de résolution de problèmes qu'il avait maintenues en vie pendant 2 décennies. Le matin, il aurait une décision. La semaine prochaine, il pourrait être de retour dans le domaine de l'élimination des menaces que les forces de l'ordre traditionnelles ne pouvaient pas toucher. Le comptable à la pondération du nom de Bruce Taylor était mort et enterré. Mais peut-être qu'il était temps pour David Chain pour découvrir quel genre d'homme il était censé devenir. À l'extérieur de sa fenêtre, les anciens flèches de Prague ont attrapé la dernière lumière du coucher du soleil. Beau et éternel. Quelque part dans l'obscurité, les innocents ont souffert tandis que les criminels ont profité de leur douleur. David Chain a décroché son téléphone et a commencé à passer des appels à de vieux contacts qui pourraient aider avec de nouvelles opérations. La retraite, semblait-il, devrait attendre. La chasse était sur le point de recommencer. C'est là que notre histoire touche à sa fin. La structure. Dans leur chambre, Julia lui tournait le dos, sa respiration déjà rythmée par le sommeil, ou plutôt une simulation de sommeil très convaincante. Bruce se positionna avec précaution, conservant une apparence de repos tout en gardant ses sens en éveil. À 2h17, son téléphone vibra une fois. Un SMS de Clay. 2 véhicules approchaient par le sud. 3 individus s'armaient. L'entraînement de Bruce se déclencha avec la fluidité de la mémoire musculaire. D'un mouvement fluide, il roula hors du lit et récupéra le Glock 19 dissimulé dans sa table de nuit. Juliette ne bougea pas, confirmant qu'elle était restée éveillée et qu'elle attendait. 3 silhouettes masquées allaient découvrir que leur victime était tout sauf impuissante. Chapitre 2. Fantôme du passé. Les bases de la transformation de Bruce Taylor, de comptable à prédateur suprême, avaient été posées 15 ans plus tôt sur le terrain impitoyable de l'Afghanistan. En tant que sergent Bruce Whitmore du 22e régiment SAS, il avait appris que la survie exigeait plus que des prouesses physiques. Elle exigeait la capacité d'anticiper 3 coups pendant que l'ennemi préparait encore le premier. Cet apprentissage avait commencé lors d'une mission qui, officiellement, n'eut jamais lieu. L'équipe de 4 hommes de Bruce avait été chargée d'extraire une cible de grande valeur d'un bastion taliban dans la province de Helmand. Les renseignements suggéraient que le complexe abritait un fabricant de bombes dont les engins avaient tué des dizaines de membres des forces de la coalition. Ce que les renseignements n'avaient pas révélé, c'est que la mission était compromise avant même d'avoir commencé. L'embuscade avait été parfaite. Les coéquipiers de Bruce, Clelin, Carrie Bass et Hugh Wyatt, étaient coincés dans une zone de mort sans issue visible. C'est alors que Bruce découvrit qu'il possédait ce qui distinguait les soldats d'élite des soldats légendaires, la capacité de prendre des décisions impossibles avec une certitude absolue. En 11 minutes de violence contrôlée, Bruce avait neutralisé 15 combattants ennemis en utilisant uniquement son arme de poing, 3 grenades et une connaissance approfondie de l'anatomie humaine acquise au cours d'années d'entraînement au combat rapproché. Plus important encore, il y parvint tout en coordonnant l'extraction de son équipe et en assurant la survie des cibles de grande valeur, fournissant ainsi des renseignements qui sauvèrent des centaines de vies. Le rapport officiel indiquait que le sergent Whitmore avait fait preuve d'un courage exceptionnel sous le feu ennemi. Ce qui l'omettait, c'était la manière dont il avait traqué méthodiquement le commandant taliban qui avait orchestré l'embuscade, ni ce qui s'était passé pendant les 43 minutes que Bruce avait passé seul avec lui avant l'arrivée des renforts. Certaines leçons ne pouvaient être apprises que par l'expérience personnelle. Après sa démobilisation, Bruce avait mis à profit son expérience militaire pour quelque chose de bien plus lucratif que les avantages sociaux des anciens combattants. Les compétences qui le rendaient exceptionnel pour localiser et éliminer des cibles en Afghanistan se sont remarquablement bien traduites lorsqu'il a aidé certains individus à disparaître définitivement dans le monde civil. Son cabinet comptable offrait une couverture parfaite. Qui aurait soupçonné un expert comptable aux manières douces d'être plus dangereux qu'un contrôle fiscal? Pendant 12 ans, Bruce avait mené 2 vies distinctes avec une précision chirurgicale. Le jour, il gérait des portefeuilles et remplissait des déclarations pour les professionnels de Seattle. La nuit, il acceptait des contrats de personnes qui exigeaient que leurs problèmes disparaissent sans attirer l'attention des autorités. Sa réputation dans les 2 mondes était irréprochable, bâtie sur un engagement indéfectible envers la discrétion et les résultats.
Mais 6 mois plus tôt, quelque chose avait changé dans sa vie personnelle. Le comportement de Julia avait évolué de manière si subtile qu'un civil aurait pu les ignorer complètement. Ses courses étaient devenues plus longues et moins précises. Ses conversations téléphoniques s'interrompaient brusquement dès qu'il entrait dans les pièces. Fait révélateur, elle avait commencé à poser des questions sur son travail qui dépassaient le cadre d'un simple intérêt conjugal. « Vous arrive-t-il de vous inquiéter pour vos clients ?» lui avait-elle demandé un soir au cours d'un dîner. « Je veux dire, avec tout cet argent que tu gères, tu ne penses pas que certains d'entre eux pourraient être impliqués dans des activités douteuses ?» Bruce avait esquivé la question avec humour, mais intérieurement, tous les signaux d'alarme retentissaient. Julia ne s'était jamais intéressée à sa vie professionnelle au-delà des revenus qu'elle lui procurait. Sa curiosité soudaine suggérait que quelqu'un l'avait poussée à recueillir des informations. La première confirmation de ses soupçons était arrivée 3 semaines plus tard. L'agence de sécurité de Cleveland avait été chargée de la surveillance d'un gala de charité auquel Julia assistait. L'événement en lui-même était légitime, mais le rapport de Clay contenait un détail intéressant. Julia avait passé 37 minutes en conversation privée avec Frederick Lawson, un homme dont le nom figurait dans les dossiers que Bruce tenait pour un client très différent. Frederick Lawson était tout ce que Bruce semblait être sans l'être. Né dans une famille riche, diplômé de l'Ivy League, connecté socialement et totalement dépourvu des compétences pratiques qui maintenaient en vie des personnes dangereuses. Il avait hérité d'un fonds fiduciaire qui générait un revenu annuel à 7 chiffres et passait son temps à collectionner des voitures de collection et à draguer des femmes mariées. Ce qui rendait Frederick particulièrement intéressant, c'était ses liens avec certaines personnes qui avaient occasionnellement besoin des services spécialisés de Bruce. 2 ans plus tôt, Frederick avait contacté le cabinet légitime de Bruce pour la gestion de certains investissements. Lors de cette consultation, Frederick avait évoqué avec désinvolture son mécontentement envers ses partenaires commerciaux actuels, un groupe d'individus impliqués dans le transport international d'articles de grande valeur sans se soucier des déclarations douanières. Le problème de Frederick n'était pas une objection morale à la contrebande, mais plutôt que ses partenaires l'excluaient d'entreprises de plus en plus rentables. Bruce avait poliment refusé de gérer les investissements de Frederick, invoquant de potentiels conflits d'intérêts. Ce qu'il avait omis de mentionner, c'est que les partenaires commerciaux de Frederick comptaient parmi les clients les plus fiables de Bruce dans son autre profession. Il payait extrêmement bien pour des services qui garantissaient que les détails ne risquent jamais de devenir problématiques. La deuxième confirmation était arrivée 5 jours plus tôt. Julia avait annoncé qu'elle passait le week-end dans un spa avec son amie Adriana Elliott. L'enquête ultérieure de Bruce a révélé qu'Adriana était bien seule au spa. Les cartes de crédit de Julia indiquaient des débits dans un hôtel de luxe de Vancouver, et les images de surveillance de l'hôtel la montraient partageant un ascenseur avec Frederick Lawson. Mais ce qui a transformé la trahison de Julia, passant d'une déception personnelle à une menace professionnelle, c'est une conversation enregistrée par Clay grâce à un équipement de surveillance que Bruce avait installé dans la Porsche vintage de Frederick 6 mois plus tôt. L'enregistrement révélait que Julia possédait une connaissance détaillée de la liste de clients de Bruce, y compris des informations susceptibles de détruire des vies. Il se croit tellement intelligent. La voix de Julia était claire malgré le bruit de la route. Assis dans son petit bureau, jouant avec des chiffres alors qu'il dirigeait en réalité une opération de meurtre à gages. L'ironie est savoureuse. La réponse de Frederick avait glacé le sang de Bruce. Une fois éliminé, nous aurons accès à tout son réseau. Certains de ses clients paieraient cher pour que leurs secrets restent enfouis à jamais. Julio ne se contentait pas de tromper leur mariage. Elle comptait exploiter sa mort pour en faire une opportunité commerciale. La femme qu'il aimait et en qui il avait eu confiance pendant 12 ans comptait tirer profit de son meurtre. Mais l'enregistrement avait révélé autre chose. Julia et Frederick avaient complètement sous-estimé leur cible. Ils voyaient Bruce Taylor, un comptable aux manières douces. Ils n'avaient aucune idée de ce prédateur qui avait passé 2 décennies à perfectionner l'art d'éliminer les menaces avec une précision chirurgicale. Alors que Bruce était allongé dans sa chambre obscure, écoutant les bruits presque inaudibles d'hommes armés s'approchant de chez lui, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'anticipation. Pendant 12 ans, il avait maintenu un équilibre délicat entre ces deux vies. Ce soir, cet équilibre allait prendre fin. Les hommes dehors s'attendaient à trouver un comptable endormi. Ils allaient rencontrer quelque chose de bien plus dangereux. Un tueur qui venait de découvrir que sa femme voulait sa mort. Dans l'obscurité, Bruce sourit. Chapitre 3. La traque commence.
3 silhouettes traversent l'obscurité en direction de la résidence des Taylor avec l'assurance d'hommes convaincus d'avoir tous les atouts en main. Ils portaient un équipement tactique et des armes suggérant une formation professionnelle. Mais leur approche révélait des failles critiques qui leur auraient coûté la vie dans n'importe quelle situation de combat. Ils se rapprochèrent trop, ne parvinrent pas à établir des champs de tir superposés et, plus grave encore, ils supposèrent leur cible impuissante. Bruce, depuis sa chambre, suivait leur progression grâce au système de surveillance intégré de la maison. Le chef, un homme trapu au mouvement militaire, dirigea ses compagnons vers l'entrée arrière. Une décision tactique qui révélait qu'il avait étudié la configuration de la propriété. Le deuxième homme, plus petit mais plus nerveux, portait des coupe-boulons pour le système de sécurité. Le troisième, le plus jeune du groupe, consultait sans cesse son téléphone, suggérant que quelqu'un coordonnait leur opération à distance. À côté de lui, la respiration de Julia restait artificiellement régulière. Elle était éveillée, attendant les sons qui confirmeraient la mort de son mari. Dans moins de 10 minutes, elle entendrait effectivement une confirmation, mais pas celle qu'elle attendait. Bruce s'était préparé à cet instant dès qu'il avait perçu la menace que représentait Julia. Chaque pièce de la maison contenait des armes stratégiquement placées. Les issues de secours avaient été planifiées et répétées, et le sous-sol contenait du matériel qui rendrait les prochaines heures très instructives pour quiconque aurait survécu à la première rencontre. L'alarme silencieuse du système de sécurité indiquait que les intrus avaient forcé la porte arrière. Ils avaient contourné l'alarme résidentielle standard avec une efficacité remarquable, mais n'avaient pas détecté les détecteurs de mouvement de qualité militaire que Bruce avait installés dans toute la maison. Leur signature thermique apparaissait sur l'écran de son téléphone alors qu'il traversait la cuisine en direction de l'escalier principal. Bruce se glissa hors de la chambre avec des mouvements si fluides qu'ils troublèrent à peine l'air. Ses pieds ne firent aucun bruit sur le parquet tandis qu'il descendait un escalier de service menant directement aux pièces de service. Le Glock qu'il tenait à la main lui semblait familier et réconfortant, mais pour ce qu'il avait prévu, les armes à feu seraient des outils secondaires. Le premier intrus mourut sans avoir jamais vu son assassin. Bruce émergea du garde-manger alors que l'homme passait devant l'îlot de cuisine, se déplaçant avec la patience d'un prédateur. Une main couvrait la bouche de l'intrus tandis que l'autre enfonçait un couteau en fibre de carbone entre ses 4e et 5e côtes, pointant vers le haut pour percer le cœur. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de choc et de douleur, mais la mort survint trop vite pour qu'il puisse lutter. Bruce déposa le corps silencieusement au sol, se tournant déjà vers sa prochaine cible. Le deuxième homme examinait des photos de famille dans le salon lorsque Bruce le trouva. Celui-ci, plus alerte, se retourna au murmure d'air déplacé qui précéda sa mort. Le couteau de Bruce pénétra juste sous la base de son crâne, sectionnant la moelle épinière avec une précision chirurgicale. La pince coupante s'abattit sur le sol tandis que l'homme s'effondrait, mais le bruit fut étouffé par une moquette coûteuse. Le troisième intrus, le jeune homme au téléphone, s'était posté près de la porte d'entrée pour faire le guet. Il envoyait un SMS à quelqu'un lorsque Bruce apparut derrière lui telle une ombre. Cette mort était plus personnelle. Bruce voulait des informations, alors il maintint l'homme conscient pendant près de 30 secondes, tandis que la pression exercée sur certains nerfs provoquait une agonie indescriptible. Les renseignements qu'il avait obtenus en 30 secondes valaient la peine. Julia les avait engagés par l'intermédiaire de Frédéric. Le paiement devait être effectué après confirmation du décès. Et surtout, ce n'était pas leur première mission de ce genre. La menace immédiate neutralisée, Bruce récupéra le téléphone d'un des morts et rédigea un SMS au contact indiqué comme F. Mission accomplie. Cible éliminée. Mise en scène immédiate. La réponse arriva en quelques secondes. Excellent. Julia. Demande confirmation. Envoyez une photo. Bruce sourit en répondant. Besoin de 20 minutes pour préparer la scène. Nous vous enverrons les preuves une fois terminées. Vient ensuite le délicat travail de guerre psychologique. Bruce photographia les conséquences de la violente lutte qui avait supposément mis fin à ses jours. Portant une attention particulière aux traces de sang et aux signes de résistance désespérée, les images convaincraient tout observateur que Bruce Taylor avait combattu avec courage, mais féodalité, des tueurs professionnels. Il plaça les corps des morts et leur position suggérant qu'ils avaient été blessés pendant la lutte, mais qu'ils avaient accompli leur mission avec succès. Quelques coups de feu stratégiques dans les murs et les meubles complétaient l'illusion d'une fusillade chaotique. La scène racontait clairement l'histoire. 3 hommes armés avaient envahi la maison des Taylor, tué son propriétaire au cours d'une violente altercation, et s'apprêtaient à organiser un cambriolage pour couvrir leurs crimes.
Mais le chef-d'œuvre de la tromperie de Bruce restait à venir. Il sortit le téléphone de Julia de son sac à main et trouva exactement ce à quoi il s'attendait, une série de messages codés entre elle et Frédéric, comprenant des instructions pour les tueurs et des discussions sur le paiement. Plus important encore, il trouva la preuve d'une chose qui le brûla d'une rage froide. Julia préparait sa mort depuis des mois, recueillant minutieusement des informations sur ses clients et ses méthodes. La preuve la plus accablante était un enregistrement vocal que Julia avait réalisé 6 semaines plus tôt. Elle avait caché un appareil dans son bureau et enregistré une conversation téléphonique entre Bruce et l'un de ses clients importants, discutant du licenciement définitif d'un concurrent. L'enregistrement était suffisamment explicite pour garantir la prison à vie de plusieurs personnes ou servir de levier pour extorquer des millions de dollars en chantage. Bruce réalisa que la trahison de Julia allait bien au-delà de l'adultère, voire du meurtre. Elle et Frédéric avaient orchestré un plan élaboré pour l'éliminer, prendre le contrôle de ses opérations clandestines et exploiter son réseau de clients à leur profit. Ils avaient prévu de faire de sa mort le fondement de leur propre empire criminel. Mais ils avaient commis une erreur cruciale, ils avaient sous-estimé la différence entre un tueur professionnel et quelqu'un qui tue simplement pour de l'argent. Bruce ne se contentait pas d'éliminer des cibles. Il comprenait la psychologie de la peur, l'architecture de la souffrance et l'art de faire servir la mort à des fins plus vastes. À 3h47 du matin, Bruce envoya à Frédéric la photo promise, une image montrant du sang ruisselant autour de ce qui semblait être son corps sans vie. La réponse fut immédiate. Beau travail. Apportez la confirmation à l'endroit habituel. Julia veut voir les preuves avant le paiement final. Bruce tapa son dernier message sous le nom de Bruce Taylor, comptable Roger en route avec le colis. Puis il détruisit le téléphone et commença sa transformation en quelque chose de bien plus dangereux. Dans son armurerie au sous-sol, il sélectionna les outils et les armes qui serviraient à la phase suivante de son plan. L'expert comptable aux manières douces qui s'était bâti une vie confortable dans la banlieue de Seattle avait disparu à jamais. Restait le prédateur qui avait appris son art dans les montagnes afghanes et l'avait perfectionné à l'ombre des villes américaines. Julia monta à l'étage, guettant sans doute les sons qui confirmeraient la mort de son mari. Bientôt, elle l'aurait, mais cette révélation aurait des conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginées. Frédéric Lawson était sur le point de découvrir qu'engager des tueurs et devenir une cible étaient deux expériences bien distinctes. Julia Taylor apprendrait que trahir un tueur professionnel était la dernière erreur qu'elle commettrait. Bruce consulta sa montre. 4h15. Il lui restait environ 90 minutes avant que Julia ne s'attende à ce que les tueurs la contactent directement. Cela lui laissait suffisamment de temps pour préparer des retrouvailles inoubliables. Dans l'obscurité de son sous-sol, Bruce commença à charger du matériel dans un sac tactique noir. La chasse allait commencer. Chapitre 4. L'arithmétique du diable. Frédéric Lawson vivait dans un monument de verre et d'acier dédié à sa fortune héritée, surplombant Elliott Bay. L'appartement en attique occupait 2 étages de l'immeuble le plus exclusif de Seattle. Ses baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville et les sons. La sécurité était assurée par un système électronique et un portier soigneusement sélectionné pour son incapacité à se souvenir des visages ou à poser des questions gênantes. À 5h30, Frédéric se tenait sur son balcon, vêtu d'un peignoir de soie, sirotant un scotch de 20 ans d'âge en admirant le lever du soleil. L'heure précédente avait été délicieuse. D'abord, la confirmation de la mort de Bruce Taylor, puis les larmes de Julia, un chagrin soigneusement simulé, lorsque les tueurs l'appelèrent pour l'informer du sort de son mari. Elle jouait même le rôle de la veuve choquée, appelant le 911 pour signaler l'apparente invasion de domicile. Le téléphone de Frédéric vibra, accompagné d'un SMS de l'un des tueurs à gages. Colis sécurisé. Prêt à être livré. Il répondit, entrée de service de l'immeuble. Je vous retrouve au parking. Ce fut l'aboutissement de 8 mois de préparation minutieuse. Frédéric avait perçu la valeur potentielle de Bruce dès l'instant où il l'avait entendu par hasard organiser la disparition d'un dirigeant syndical qui menaçait l'un de ses intérêts commerciaux légitimes. La plupart des gens auraient été horrifiés. Frédéric avait vu une opportunité. Le défi avait été d'accéder au réseau de clients de Bruce sans éveiller ses soupçons. C'est là que Julia s'était révélée précieuse. Elle avait séduit Frédéric lors d'une soirée caritative, mais leur relation avait rapidement évolué vers quelque chose de plus profitable que la passion. Julia possédait l'accès dont Frédéric avait besoin, et il lui avait fourni la vision nécessaire pour monétiser les secrets de son mari. Leur plan était élégant dans sa simplicité, éliminer Bruce, prendre le contrôle de ses opérations et exploiter sa liste de clients pour un profit maximal.
Certains clients paieraient généreusement pour des services continus. D'autres paieraient encore plus généreusement pour garder le silence sur leurs besoins antérieurs. Les clients les plus précieux paieraient perpétuellement pour les deux. Frédéric descendit au parking à 6 heures précises. L'ascenseur de service s'ouvrit sur une silhouette vêtue de noir, portant un sac tactique noir. Le visage de l'homme était partiellement dissimulé par l'ombre, mais sa carrure correspondait à celle du chef de l'équipe que Frédéric avait embauché. « Montrez-moi » dit Frédéric sans préambule. L'homme ouvrit le sac et en sortit un objet emballé dans du plastique. À l'intérieur se trouvait ce qui semblait être une main coupée portant l'alliance distinctive de Bruce Taylor, encore couverte de traces de sang, visiblement fraîche. « Excellent » souffla Frédéric. « Et l'autre problème ? Ces fichiers sont cryptés, mais sa femme a les mots de passe. Elle lui a déjà donné accès à sa base de données client. » Frédéric hocha la tête, la satisfaction le réconfortant davantage que le scotch coûteux. « Parfait. Votre paiement sera transféré dans l'heure. » « En fait, » dit l'homme d'une voix avec un accent que Frédéric ne put immédiatement identifier. « Il y a eu un changement dans la structure de paiement. » Frédéric fronça les sourcils. « Quel genre de changement ? » Le genre de changement qui ne permet pas de s'en sortir. La voix était fausse. Frédéric comprit aussitôt avant que la main emballée dans du plastique ne se révèle être une fausse main élaborée, avec des prothèses de doigts et du sang de scène. Au même instant, la silhouette apparut dans la lumière et Frédéric se retrouva face aux yeux vifs et menaçants de Bruce Taylor. « Bonjour, Frédéric, » dit Bruce sur le ton de la conversation. « Il faut qu'on discute de ton business plan. » La main de Frédéric se dirigea vers le bouton d'alarme de son porte-clés, mais Bruce fut plus rapide. Une étau se referma sur le poignet de Frédéric, exerçant une pression sur des nerfs qui lui envoyèrent des éclairs de douleur dans le bras. « Rien de tout ça, » dit Bruce. « Nous allons avoir une conversation sur la loyauté, la trahison et la valeur marchande de la vie humaine. Le taux de change va te donner des leçons. » Frédéric tenta de parler, mais la terreur avait bloqué ses cordes vocales. L'homme qu'il avait ordonné de tuer se tenait à 1 mètre de lui, dégageant une aura de violence contrôlée qui menaçait de vider la vessie de Frédéric. « Sais-tu ce que je faisais comme métier avant de devenir comptable » demanda Bruce, maintenant sa prise sur le poignet de Frédéric. « Je résolvais les problèmes de ceux qui ne pouvaient pas se permettre de les rendre publics. Ce travail exigeait un savoir-faire très particulier, de la patience, de la précision et une compréhension approfondie de la psychologie humaine. » Bruce augmenta progressivement la pression sur le poignet de Frédéric, observant attentivement son visage. « Par exemple, saviez-vous qu'il existe 17 points de pression sur le corps humain qui peuvent provoquer une douleur atroce sans laisser de séquelles durables ? Ou qu'une personne moyenne commence à divulguer des secrets après environ 90 secondes d'inconfort correctement appliqué. »« S'il vous plaît, » parvint à murmurer Frédéric. « S'il vous plaît, quoi ? S'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. S'il vous plaît, pardonnez votre tentative d'assassinat. S'il vous plaît, faites comme si vous n'aviez pas l'intention de faire chanter mes clients et de me voler mon entreprise. » La voix de Bruce resta conversationnelle, mais son regard était impitoyable. « Je crains qu'aucune de ces demandes ne soit raisonnable. » Bruce relâcha le poignet de Frédéric et ouvrit entièrement le sac tactique, révélant un assortiment d'outils qui semblait appartenir à la trousse d'un chirurgien. Si les chirurgiens se spécialisaient dans l'extraction d'informations auprès de patients réticents, voilà ce qui va se passer, poursuivit Bruce. Tu vas me raconter tout ce que tu as convenu avec ma femme. Chaque détail, chaque conversation, chaque plan que tu as élaboré pour après ma mort. Tu vas me donner accès à toutes tes communications, tes dossiers financiers et tes associés, et tu vas le faire rapidement, car ma patience face à cette situation est extrêmement limitée. L'instinct de survie de Frédéric a finalement pris le dessus sur son choc. Tu ne peux pas faire ça. C'est un enlèvement. C'est la justice, interrompit Bruce. Tu as engagé des hommes pour me tuer pendant mon sommeil. Tu as manipulé ma femme pour qu'elle trahisse tout ce que nous avons construit ensemble. Tu comptes profiter de ma mort et détruire des innocents au passage. Le système judiciaire appelle cela un complot en vue de commettre un meurtre. Moi, j'appelle ça une condamnation à mort. Bruce sortit de son sac un petit instrument d'apparence précise. Commençons par quelque chose de simple. Depuis combien de temps couches-tu avec ma femme ? L'heure suivante dans le parking fut instructive pour les deux hommes. Bien que Frédéric en apprenne bien plus qu'il ne l'aurait souhaité sur la tolérance à la douleur et l'extraction d'informations,
Bruce aborda l'interrogatoire avec la précision méthodique qui était la sienne à chaque fois. Il pesait soigneusement la pression et la douleur pour maximiser le rendement informationnel tout en veillant à ce que son sujet reste conscient et cohérent. À 7 heures du matin, Bruce comprenait parfaitement le complot contre lui. Julia et Frédéric préparaient sa mort depuis 6 mois, documentant soigneusement ses activités et identifiant ses clients les plus précieux. Ils avaient recruté les 3 tueurs grâce aux relations de Frédéric dans l'économie souterraine de Seattle, leur promettant $50 000 chacun pour une simple invasion de domicile qui ressemblerait à un cambriolage qui aurait mal tourné. Plus accablant encore, Frédéric révéla que Julia copiait systématiquement les dossiers clients de Bruce depuis des semaines, constituant une base de données d'informations susceptible de détruire des dizaines de vies ou de générer des millions de dollars de chantage. Elle avait même enregistré des conversations privées à leur domicile, recueillant des preuves des activités de Bruce susceptibles de garantir la prison à vie de plusieurs personnes. Mais l'information la plus révélatrice concernait le réseau criminel plus vaste de Frédéric. Il n'était pas seulement un playboy de confiance se livrant à des meurtres à gages. Il faisait partie d'un groupe organisé spécialisé dans le chantage, l'extorsion, et des assassinats ciblés. L'élimination de Bruce devait marquer leur entrée dans le monde lucratif des tueurs à gages, Julia servant d'informateur interne pour identifier de futures cibles. Il y a autre chose, halta Frédéric, s'éloignant un instant des attentions de Bruce. Julia a une réunion ce matin avec les autres. Ils prévoient de célébrer ta mort et de discuter de leur prochaine cible. Bruce marqua une pause. Quels autres? Tout le groupe. Cléline, Carrie Bass, Hugh Wyatt, tes anciens amis militaires. Ils sont tous impliqués. Ces mots frappèrent Bruce comme un coup de poing. Ses plus proches alliés, des hommes qui lui avaient sauvé la vie et partagé ses moments les plus sombres, l'avaient trahi pour de l'argent. La conspiration ne se limitait pas à sa femme et à son amant. Elle incluait les seules personnes au monde en qui il avait une confiance absolue. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Julia, Bruce ressentit quelque chose au-delà d'une rage froide. La destruction systématique de toutes les relations auxquelles il tenait était si complète, si soigneusement orchestrée qu'elle suggérait des mois de planification et de coordination. Mais alors même que le désespoir menaçait de le submerger, en le voyant, l'esprit tactique de Bruce commença à analyser les implications. Si ses anciens coéquipiers faisaient partie du complot, il s'attendrait à ce qu'ils soient déjà morts. Ils se réuniraient pour célébrer leur victoire et planifier leurs prochaines actions. Cela lui donnerait l'occasion d'une vengeance totale qui garantirait qu'aucun d'eux ne menacerait plus personne. Où? Demanda Bruce doucement. Chez Julia. Chez toi. Ils se retrouvent là-bas à 8 heures pour examiner la scène du crime et coordonner leur version avec la police. Bruce regarda sa montre. 7h23. Assez de temps pour rentrer chez lui et préparer des retrouvailles qui redéfiniraient le sens de la trahison pour toutes les personnes impliquées. Il baissa les yeux vers Frédéric, à peine conscient et complètement brisé. Merci de votre coopération. Vos informations ont été extrêmement précieuses. Vas-tu me laisser partir? Bruce sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. Frédéric, je vais faire quelque chose de bien pire que te tuer. Je vais te laisser vivre en sachant ce qui va arriver aux autres. Tu vas passer le reste de ta vie à savoir que tu m'as aidé à identifier chaque personne qui m'a trahi. Il a injecté à Frédéric un sédatif qui l'a maintenu inconscient pendant environ 6 heures, puis l'a attaché dans son propre coffre avec des attaches qui l'empêcheraient de s'échapper, mais ne causeraient pas de dommages permanents. Frédéric se réveillerait en garde à vue, accusé de complot en vue de commettre un meurtre sur la base de preuves que Bruce s'assurerait de transmettre aux autorités. Mais c'était une préoccupation secondaire. Bruce avait des rendez-vous plus urgents à honorer. Alors qu'il rentrait chez lui, Bruce calculait déjà les angles de tir, les voies d'accès et le timing précis requis pour garantir que tous ceux qui l'avaient trahi soient traduits en justice simultanément. Le comptable au caractère bienveillant avait disparu à jamais. Il restait quelque chose de bien plus dangereux. Un tueur qui venait de découvrir que toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. Les retrouvailles allaient commencer. Chapitre 5. L'orage se prépare. Julia Taylor se tenait dans sa cuisine à 7h45, jouant le rôle d'une veuve endeuillée avec une performance digne d'un Oscar. 2 inspecteurs de la police de Seattle étaient assis à son petit déjeuner. Table, cahiers ouverts, expression de compassion. Elle avait appelé le 911 à 6h15 pour signaler la découverte du corps de son mari, et les policiers intervenus avaient été, à juste titre, horrifiés par la violence apparente du cambriolage. Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé,
sanglota Julia en s'essuyant les yeux avec des mouchoirs disposés stratégiquement dans la maison. Bruce était un homme si doux. Il n'a jamais fait de mal à personne. L'inspecteur Melvin Rigg, un vétéran de 20 ans au regard bienveillant et à l'approche méthodique des preuves, hocha la tête avec sympathie. Nous allons trouver le coupable, Madame Taylor. L'examen préliminaire suggère qu'il s'agissait d'un travail professionnel, ce qui signifie que ces hommes ont probablement commis des crimes similaires. Nous les attraperons. Les larmes de Julia étaient réelles, mais pas pour les raisons que les inspecteurs supposaient. Elle pleurait de soulagement et d'impatience. Bruce était mort. La police l'a traité comme une victime plutôt que comme une suspecte. Et dans quelques heures, elle rencontrerait Frédéric et les autres pour commencer à monétiser l'empire criminel de son mari. Votre mari avait-il des ennemis? Demanda l'inspecteur Emmanuel Hogan, le plus jeune des deux enquêteurs. Quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal. Aucun, à ma connaissance, répondit Julia sincèrement. Il était comptable. Ses clients étaient tous des gens riches et respectables. Cependant, elle marqua une pause, comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle hésitait à partager. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Taylor? Eh bien, Bruce avait un comportement étrange ces derniers temps, plus secret. Plus que d'habitude. Il répondait aux appels téléphoniques à des heures indues, parlant à voix basse. Je pensais qu'il avait peut-être une liaison, mais maintenant je me demande s'il n'était pas impliqué dans quelque chose de dangereux. Les inspecteurs échangèrent un regard. Un comptable respectueux des lois menant une vie secrète était exactement le genre d'affaire qui faisait les gros titres et attirait les félicitations. L'inspecteur Rigg se pencha en avant. Pourriez-vous être plus précis sur ces appels téléphoniques? Julia se lança dans un récit soigneusement préparé, dépeignant Bruce comme un homme mêlé à des personnes dangereuses, peut-être par le biais de son cabinet comptable. Elle mentionna des réunions mystérieuses, d'importantes transactions en espèces et sa crainte croissante que son mari soit contraint à des activités criminelles. Chaque mot était destiné à établir un doute raisonnable sur la véritable nature du crime tout en la présentant comme une victime innocente. À 8 heures précises, une voix familière appela depuis la porte d'entrée. « Julia, la police nous a dit d'entrer. » Cléline entra dans la cuisine, suivie de Carrie Bass et de Hugh Wyatt. Aux yeux des inspecteurs, il semblait être exactement ce que Julia prétendait, des amis inquiets qui s'étaient précipités pour soutenir la veuve en deuil. Les trois hommes affichaient une expression de choc et de tristesse appropriée. « Nous sommes venus dès que nous avons appris, » dit Clay en serrant Julia dans ses bras avec un réconfort éprouvé. « Je n'arrive pas à croire que Bruce soit parti. » Carrie Bass, un homme trapu aux cheveux grisonnants prématurément, secoua la tête d'un air sombre. « Ça fait 20 ans que je le connais, depuis l'époque où nous étions dans l'armée. Ça n'a aucun sens. » Hugh Wyatt, le plus grand des trois, était assis lourdement à la table. Quelqu'un a-t-il revendiqué la responsabilité? On dirait un coup monté professionnel. Les inspecteurs se présentèrent et commencèrent à poser les questions habituelles sur le comportement récent de Bruce, ses ennemis potentiels et sa situation financière. Les 4 conspirateurs répondirent par des réponses soigneusement coordonnées, dépeignant Bruce comme un ami cher qui semblait perturbé ces dernières semaines, mais n'avait jamais mentionné de menace spécifique. Ce que la police ignorait, c'est que Clay, Carrie et Hugh avaient passé les 6 mois précédents à recueillir des renseignements sur les opérations de Bruce tout en maintenant une façade d'amitié loyale. Chaque homme avait une connaissance précise de la clientèle, des méthodes et des arrangements financiers de Bruce. À cela s'ajoutait l'accès intime de Julia à ses informations personnelles. Grâce à leur dossier, ils possédaient tout le nécessaire pour prendre le contrôle de son entreprise. Leur plan était élégant par sa simplicité. Bruce étant mort et ses activités temporairement perturbées, ses clients auraient besoin de nouvelles sources pour les services spécialisés qu'ils fournissaient. L'agence de sécurité de Clay pouvait gérer la surveillance et la collecte de renseignements. L'activité d'import-export de Carr offrait une couverture parfaite pour le transport transfrontalier de personnes et de matériel. Les relations de Hugo au sein des forces de l'ordre offraient une protection contre les regards indiscrets. Julio servirait de porte-parole au cabinet comptable légitime de Bruce tout en lui donnant secrètement accès à sa base de données clients et à ses dossiers financiers. En 6 mois, il prévoyait de tripler les revenus générés par Bruce en travaillant seul. Mais l'aspect le plus rentable de leur plan concernait les clients qu'ils ne serviraient pas. Les dossiers de Bruce contenaient suffisamment de preuves pour anéantir des dizaines d'individus riches et puissants. Nombre d'entre eux paieraient des sommes colossales pour que leurs secrets restent enfouis. Le calcul était simple, les clients décédés ne pouvaient pas payer, mais les clients terrifiés paieraient à jamais.
Nous devrions laisser Madame Taylor faire son deuil en privé, a déclaré l'inspecteur Rigg après 45 minutes d'interrogatoire. Mais nous aurons besoin de déclarations officielles de tous. Je vous en prie dans les prochains jours. Après le départ de la police, les 4 conspirateurs abandonnèrent leur deuil. Clay sortit un ordinateur portable et commença à accéder aux fichiers cryptés de Bruce grâce aux mots de passe fournis par Julia. Carrie et Hugh commencèrent à examiner la scène de crime, s'assurant qu'il ne restait aucune preuve susceptible de les impliquer dans les meurtres. Magnifique travail, dit Clay en revoyant les conséquences mises en scène de la prétendue fusillade. Même Bruce n'aurait pas pu organiser une scène de crime plus convaincante. Julia sourit froidement. Il m'en avait appris plus qu'il ne le pensait. Toutes ces années à l'écouter parler de son travail, à apprendre ses méthodes. J'avais tout absorbé. Et les tueurs, demanda Hugh. Frédéric était censé s'occuper de leur paiement et de leur élimination. Il s'en chargera, répondit Julia. Ce sont des détails qu'il faut éliminer de toute façon. Frédéric comprend l'importance de la sécurité opérationnelle. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les dossiers clients de Bruce, identifiant les cibles les plus précieuses pour leur nouveau modèle économique. La base de données était extraordinaire. Des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des ressortissants étrangers et des criminels qui avaient versé des millions à Bruce. Au fil des ans, pour éliminer les menaces et enterrer les secrets. Regardez ça, dit Carrie, désignant une entrée particulièrement lucrative. Le sénateur Barry Chavez a versé 2 millions à Bruce l'année dernière pour éliminer un journaliste enquêtant sur le financement de sa campagne. Il brigue sa réélection dans 18 mois. C'est exactement le genre de revenu récurrent dont nous avons besoin, approuva Clay. Chavez paiera tout ce que nous demanderons pour garder ces informations secrètes. Hugh sortit un autre dossier. Et voici Alfred Greer, le dirigeant pharmaceutique. Bruce a organisé la mort de 3 enquêteurs de la FDA qui examinaient les essais cliniques de son entreprise. Greer vaut 800 millions. Il pourrait financer toute notre opération à lui seul. Julia regardait ses conspirateurs cataloguer les preuves des crimes de son mari avec une satisfaction croissante. Chaque dossier représentait non seulement de l'argent, mais aussi un pouvoir sur des personnes auparavant intouchables. Elle allait transformer la mort de Bruce en fondation d'un empire bâti sur la peur et le contrôle de l'information. Mais alors qu'ils travaillaient, aucun d'eux ne remarqua les signes subtils suggérant que quelqu'un était entré dans la maison depuis le prétendu cambriolage. Une tasse de café qui n'était pas présent lors de l'enquête policière. Les meubles étaient disposés légèrement différemment de ce que les photos de la scène de crime auraient pu laisser penser. Plus révélateur encore, le système de sécurité présentait des lacunes dans son enregistrement, suggérant qu'une personne connaissant parfaitement la configuration de la maison s'y était introduite sans être détectée. À 9h30, le téléphone de Julia sonna. L'afficheur affichait le numéro de Frédéric. Comment s'est passée l'intervention de la police? La voix de Frédéric était étrange, tendue et effrayée. Parfaitement, répondit Julia. Il traite cela comme une invasion de domicile aléatoire. C'est clair. Bien. C'est très bien. J'ai besoin de vous voir, tous. Il y a eu une complication. De quelle complication s'agit-il? Pas au téléphone. Retrouvez-moi à l'entrepôt dans 1 heure. Venez seul. La ligne a été coupée. Julia fixa son téléphone, un frisson de malaise lui parcourant l'échine. Frédéric avait semblé terrifié, ce qui n'avait aucun sens. Le plan avait parfaitement fonctionné. Bruce était mort, la police avait été trompée, et ils étaient libres de commencer. Exploiter son empire criminel. Qui était-ce? Demanda Clay. Frédéric. Il veut se rencontrer à l'entrepôt. Il dit qu'il y a eu une complication. Les 3 hommes échangèrent un regard. D'après leur expérience militaire, les complications après des opérations réussies signifiaient généralement que quelqu'un avait commis une erreur critique menaçant toute la mission. Les tueurs auraient-ils pu être capturés? Se demanda Hugh. Impossible, dit Carrie. Ce sont des professionnels. Ils savent comment disparaître. Mais alors qu'ils se préparaient à partir pour la réunion, aucun d'eux n'envisagea la possibilité que leur complication ait un nom. Bruce Taylor. L'homme qu'ils avaient trahi, celui qu'ils avaient tenté de tuer, celui dont ils célébraient déjà la mort. Le comptable aux manières douces était parti à jamais. Mais le prédateur qui avait appris son métier dans les montagnes afghanes était bien vivant,
et il s'apprêtait à donner à ses anciens amis une leçon sur le véritable sens de la trahison. Les retrouvailles allaient commencer. Chapitre 6. Les titans du web. L'entrepôt que Frédéric avait désigné se trouvait dans une zone industrielle au sud de Seattle, entouré de conteneurs et de quais de chargement qui offraient un isolement parfait pour des conversations qu'on ne pouvait entendre. Julia arriva. La première, sa Mercedes semblant dépareillée au milieu des camions rouillés et des équipements industriels. Le bâtiment lui-même était l'un des biens commerciaux légitimes de Frédéric, un entrepôt de marchandises importées qui contenait parfois des articles non mentionnés sur les déclarations douanières. La Porsche de Frédéric était déjà là, garée près d'une entrée latérale menant directement à son bureau privé. Julia le trouva assis derrière son bureau. Mais quelque chose clochait. Son apparence habituellement impeccable était débraillée, son visage pâle et tiré. Plus inquiétant encore, ses mains tremblaient tandis qu'il se versait un verre d'une bouteille de whisky hors de prix. « Tu as l'air en piteux état », observa Julia. « Quelle est cette complication que tu as mentionnée ?» Les yeux de Frédéric se posèrent sur les fenêtres avant de se fixer sur son visage. « Il faut tout abandonner, annuler toute l'opération, disparaître. » De quoi parles-tu ? Le plan a parfaitement fonctionné. Bruce est mort. La police enquête sur un cambriolage et nous avons accès à tous ces dossiers. Tout ce dont nous avons discuté se met en place. Non, dit Frédéric d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tout ce dont nous avons discuté reposait sur un principe fondamental. Malentendu. Nous n'avons pas tué Bruce Taylor. Nous avons tué Bruce Taylor, le comptable. L'homme mort dans cette maison n'était qu'une fausse identité. Julia le fixait comme s'il avait perdu la tête. Frédéric, j'ai vu la scène de crime. J'ai vu la police examiner son corps. Bruce est mort. Le corps examiné par la police était celui d'un des tueurs que nous avions engagés. Quelqu'un de la même taille et de la même corpulence que Bruce, vêtu de ses vêtements, positionné pour ressembler à une victime d'une invasion de domicile. Les mains de Frédéric tremblaient lorsqu'il porta le verre de whisky à ses lèvres. Le vrai Bruce Taylor est bien vivant et il sait tout. Ces mots frappèrent Julia comme un coup de poing. C'est impossible. Comment pouvais-tu savoir ça ? Frédéric ouvrit son ordinateur portable et lui montra une série de photos prises dans le parking de l'entrepôt. Les images montraient Frédéric inconscient, enfermé dans le coffre de sa propre voiture. L'horodatage indiquait qu'elles avaient été prises 2 heures plus tôt. Je me suis réveillé ce matin en garde à vue, continua Frédéric. Quelqu'un avait signalé une activité suspecte dans le parking de mon immeuble. Lorsque la police j'ai ouvert mon coffre et ils m'ont trouvé inconscient, ces photos collées sur ma poitrine. Julia les examina avec une horreur croissante. Elle montrait Frédéric à différents stades de détresse, manifestement interrogé par un expert en extraction d'informations. Mais le plus glaçant était la dernière photo. Le visage de Frédéric, strié de larmes et brisé, avec une note manuscrite à côté, dit à Julia que la donne a changé. Au fait, il était dans le parking quand je suis allé rencontrer les tueurs, murmura Frédéric. Il les avait déjà éliminés et avait exposé leur corps chez toi. Il m'a interrogé pendant plus d'1 heure, apprenant tout de notre plan, de nos associés, de nos objectifs. Puis il m'a laissé à la police. Julia réfléchissait à toute vitesse tandis qu'elle digérait les implications. Si Bruce était vivant, s'il était au courant de leur complot, s'il avait déjà commencé à agir contre eux, pourquoi la police ne vous a-t-elle pas arrêté ? Ces photos sont la preuve d'une activité criminelle. Car celui qui a donné l'information a également fourni la preuve que j'étais la victime, et non l'agresseur. La police a trouvé une vidéo montrant mon enlèvement dans mon propre immeuble. Ils pensent que j'ai été kidnappé et torturé par les mêmes personnes qui ont tué votre mari. Frédéric a consulté les images de sécurité de son ordinateur portable. La vidéo montrait une silhouette vêtue de noir, forçant Frédéric à monter dans l'ascenseur de service sous la menace d'une arme. L'horodatage correspondait à la période où Frédéric pensait rencontrer les tueurs. Il a tout planifié, a poursuivi Frédéric. Il a non seulement survécu à notre tentative de meurtre, mais il a retourné la situation contre nous. La police pense maintenant que je suis victime des mêmes criminels qui ont assassiné Bruce Taylor. Il me propose une protection. Julia s'affala sur une chaise tandis que l'ampleur de leur erreur de calcul devenait évidente. Ils ne poursuivaient pas Bruce Taylor, un comptable aux manières douces. Ils poursuivaient quelqu'un de bien plus dangereux. Quelqu'un qui avait anticipé chacun de leurs mouvements et préparé des contre-mesures qui avaient transformé leur propre plan en piège. Où sont Clay,
Carrie et Hugh, demanda-t-elle. Je ne sais pas. Je les ai appelés après ma sortie de garde à vue, mais aucun n'a répondu. Leur téléphone tombe directement sur la messagerie. Comme interpellé par leur conversation, le téléphone de Julia vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vos amis sont en sécurité pour le moment. Si vous voulez les revoir, vous suivrez mes instructions à la lettre. Tout écart entraînera leur mort immédiate. BT, un deuxième message est arrivé avec les coordonnées GPS et une heure. Venez seul. Pas d'armes, pas de renfort, pas de police. Vous avez 30 secondes pour confirmer la réception, sinon vos associés commenceront à mourir. Julia fixait les messages, le souffle court. Bruce n'était pas seulement vivant. Il avait capturé 3 tueurs entraînés, des hommes qui avaient combattu à ses côtés, des hommes qui connaissaient ses méthodes et ses capacités. S'il pouvait les neutraliser si facilement, quelle chance avait-elle? Nous devons fuir, dit Frédéric d'un ton pressant. Pour l'instant, j'ai de l'argent, des papiers en règle et un bateau qui peut nous emmener dans les eaux internationales. Nous pouvons disparaître avant qu'il ne nous trouve. Il t'a déjà trouvé une fois, répondit Julia d'une voix ferme malgré sa peur. Il sait tout de notre plan, de nos ressources, de nos méthodes. Fuir ne nous sauvera pas. Cela ne fera que retarder l'inévitable. Elle tapa une réponse au message de Bruce. Confirmé. 1 heure. Julia, ne fais pas ça. Il va te tuer. Peut-être, mais si je ne pars pas, il tuera certainement Clay, Carrie et Hugh. Et puis il nous traquera de toute façon. Julia se leva et rajusta ses vêtements, rassemblant le sang-froid qu'il avait porté pendant 12 ans de mariage avec un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu. De plus, il avait eu l'occasion de me tuer ce matin. Le fait qu'il organise une rencontre suggère qu'il cherche autre chose qu'une simple vengeance. Que pourrait-il bien vouloir de vous? Des informations, des aveux, une explication sur les raisons pour lesquelles la femme qu'il aimait et en qui il avait confiance depuis 12 ans a décidé de le faire assassiner. Julia se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Si je ne reviens pas dans 3 heures, prends ton bateau et disparais. N'essaie pas de me venger ou de sauver les autres. Cours aussi loin et aussi vite que possible. Julia Frédéric, écoute-moi bien. L'homme que j'ai épousé était un comptable affable qui collectionnait les timbres et se souciait des échéances fiscales. L'homme qui nous traque est tout autre chose. C'est un tueur professionnel qui a passé 20 ans à perfectionner l'art d'éliminer les menaces. Nous pensions le manipuler, mais nous n'étions que des souris jouant dans un labyrinthe qu'il avait construit autour de nous. Julia laissa Frédéric à l'entrepôt et se dirigea vers les coordonnées fournies par Bruce. Alors que la silhouette de Seattle disparaissait dans son rétroviseur, elle se surprit à repenser aux premières années de son mariage. Alors que la façade soigneusement entretenue de Bruce lui semblait authentique et que leur vie commune lui avait semblé un conte de fées, elle découvrit peu à peu sa vraie nature, entrevoyant le prédateur sous la surface du comptable. Des conversations téléphoniques qui s'interrompaient brusquement dès qu'elle entrait dans les pièces. Des voyages d'affaires qui ne correspondaient pas à ses prétendus rendez-vous avec les clients. Plus révélateur encore, sa façon de se déplacer dans leur maison la nuit. Non pas comme un homme familier avec son environnement, mais comme quelqu'un qui évalue constamment les menaces et les issues de secours. Lorsqu'elle eut confirmé ses soupçons sur les activités criminelles de Bruce, Julia avait déjà commencé à planifier son élimination. Non pas qu'elle soit horrifiée par sa vie secrète, mais parce qu'elle en voyait l'opportunité. Sa mort lui donnerait accès à une richesse et à un pouvoir inimaginable. Mais, se dirigeant vers ce qui pourrait être sa propre exécution, Julia réalisa qu'elle avait commis une erreur fondamentale. Elle avait supposé que comprendre les activités criminelles de Bruce la rendait son égale. Elle croyait que l'accès à ses dossiers et la connaissance de ses méthodes lui donnaient du pouvoir sur lui. Au lieu de cela, elle avait été une souris observant un faucon, confondant observation et compréhension. Bruce lui avait permis de découvrir ses secrets, avait peut-être même voulu qu'elle les découvre. Chaque preuve qu'elle avait rassemblée, chaque plan qu'elle avait élaboré, chaque action contre lui avait été anticipée et préparée. Les coordonnées GPS menaient à un complexe industriel abandonné sur les rives de Puget Sound. Alors que Julia garait sa voiture et se dirigeait vers le point de rendez-vous convenu, elle se demanda si c'était là que son mari, son ex-mari, avait mené ses affaires au fil des ans. L'endroit était parfait pour des activités exigeant intimité et facilité d'élimination des preuves. Une silhouette émergea de l'ombre d'un quai de chargement. Même de loin, Julia reconnut le pas mesuré et la posture assurée de Bruce.
Mais quelque chose avait changé depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu dormir dans leur lit. Le comptable aux manières douces avait complètement disparu, remplacé par quelqu'un qui irradiait une compétence redoutable. « Bonjour, Julia, dit Bruce en s'approchant. « Il faut qu'on parle. » Chapitre 7. Compte fournisseur. Le complexe industriel abandonné s'étendait sur 400 mètres le long du front de mer de Puget Sound. Ses bâtiments rouillés et ses fenêtres brisées témoignaient du passé industriel de Seattle. Bruce avait soigneusement choisi l'emplacement, suffisamment isolé pour éviter une éruption, mais suffisamment proche de la ville pour que le bruit des coups de feu puisse être attribué à des travaux de construction ou à des ratés de moteur. Plus important encore, l'accès en eau profonde facilitait grandement l'élimination des preuves. Julia le trouva en train d'attendre dans ce qui avait été le bureau principal du complexe, un espace caverneux aux poutres apparentes et aux lucarnes brisées qui projetaient des ombres géométriques sur le sol en béton. Bruce était assis derrière un bureau de fortune construit à partir de palettes de transport et de contreplaqué, examinant des dossiers éparpillés sur la surface. Il avait troqué son uniforme de comptable contre une tenue tactique noire qui mettait en valeur le physique du prédateur qu'il avait dissimulé sous des costumes classiques. « Asseyez-vous, dit Bruce sans lever les yeux de ses papiers. Sa voix exprimait une autorité que Julia n'avait jamais entendue auparavant, le ton de quelqu'un habitué à une obéissance absolue. Julia resta debout, s'efforçant d'afficher un air de défi malgré la peur qui la tenaillait. « Où sont Clay, Carrie et Hugh ?»« En sécurité pour l'instant. » Bruce désigna 3 chaises en métal placées devant son bureau improvisé. Chaque chaise était équipée de liens tachés de ce qui ressemblait étrangement à du sang. Ils reçoivent une éducation complète sur les conséquences de la trahison. Leur survie dépend en grande partie de votre coopération. Que voulez-vous ? Bruce leva finalement les yeux de ses dossiers et Julia sentit son souffle se couper. Ses yeux ne portaient aucune trace de l'homme doux qu'elle avait épousé. Ce qui la fixait était quelque chose d'ancien et de pitoyable. Un prédateur qui avait passé des décennies à apprendre à tuer efficacement et sans remords. « Je veux comprendre, » dit Bruce sur le ton de la conversation. 12 ans de mariage, Julia. 12 ans à partager un lit, à construire une vie ensemble, à planifier un avenir. Quand as-tu décidé que je devais mourir ? Julia se força à soutenir son regard. Quand j'ai découvert qui tu étais vraiment et qui suis-je à tes yeux ? Un tueur ? Un criminel qui assassine des gens pour de l'argent tout en se faisant passer pour un comptable respectable. Tu pensais vraiment que je ne finirais pas par comprendre ? Bruce sourit, mais son expression était dépourvue de chaleur. Je comptais sur toi pour le découvrir, Julia. La question est de savoir ce que tu comptes faire de cette information. Il ouvrit un des dossiers et en sortit une série de photographies. Les images montraient Julia et Frédéric ensemble dans des chambres d'hôtel, des restaurants et des lieux privés au cours des 8 derniers mois. Chaque photographie était horodatée et annotée avec des détails sur leur conversation. Tu es sous surveillance depuis le jour où tu as contacté Frédéric pour la première fois, poursuivit Bruce. Chaque rencontre, chaque appel téléphonique, chaque plan que tu as élaboré a été documenté et enregistré. Je suis au courant de ton plan pour m'éliminer et prendre le contrôle de mes opérations. Je suis au courant de ton plan pour faire chanter mes clients. Je suis au courant du réseau criminel de Frédéric et de son intention de se lancer dans les meurtres à forfait. Julia fixa les photos avec une horreur croissante. Vous m'observez depuis 8 mois. Je protège mes intérêts commerciaux. Frédéric et vous représentiez une menace potentielle qui nécessitait une surveillance et une élimination éventuelle. La seule question était de savoir quand et comment vous neutraliser définitivement. Bruce ouvrit un autre dossier et sortit un enregistreur numérique. Souhaitez-vous entendre certaines de vos conversations les plus intéressantes ? Peut-être celle où vous avez discuté du moyen le plus efficace de faire passer ma mort pour une invasion de domicile fortuite. Ou la séance où Frédéric m'a expliqué combien ma liste de clients vaudrait au marché noir. Fils de. Vous saviez tout et m'avez laissé planifier votre meurtre. Je vous ai permis de révéler toute l'ampleur de votre trahison. Bruce corrigea. Vous tuer après votre première rencontre avec Frédéric aurait laissé des détails incertains. Des associés susceptibles de poursuivre votre travail. Des plans susceptibles d'être mis en œuvre par d'autres. Mieux valait laisser votre complot se développer complètement avant d'éliminer tous les participants simultanément. Julia commença à comprendre la véritable ampleur de la manipulation de Bruce. Il n'avait pas seulement survécu à l'heure. Il avait orchestré chaque aspect de leur plan, leur laissant croire qu'il le traquait pendant qu'il collectait systématiquement les preuves de leur crime.
Les hommes que nous avions engagés pour vous tuer, dit-elle lentement. Vous les avez éliminés. Les associés de Clay, de son entreprise de sécurité, d'anciens contractuels militaires impliqués dans plusieurs morts suspectes au cours des 3 dernières années. Leur élimination était un service public. La voix de Bruce resta conversationnelle, comme s'il parlait de la météo. Je les ai remplacés par des candidats plus adaptés à vos besoins. La scène de crime chez nous avait été mise en scène avec les vrais tueurs que vous aviez engagés, positionnés de manière à donner l'impression qu'ils étaient morts lors d'une violente altercation avec leurs victimes. La police a trouvé exactement ce que je voulais. Les preuves d'une invasion de domicile qui a mal tourné, sans aucune indication du véritable complot. Julia s'est affalée sur une chaise, l'esprit bouleversé. Vous planifiez cela depuis des mois. Je planifie cela depuis des années, Julia. Dès que j'ai compris que mes activités criminelles pourraient faire de moi une cible, j'ai commencé à élaborer des scénarios pour divers scénarios. La trahison était une éventualité à laquelle je me préparais depuis toujours. Bruce ouvrit un 3e dossier et en sortit un dossier complet sur la vie de Julia. Pas seulement ses activités récentes, mais tout ce qui remontait à son enfance. Relevés bancaires, relevés de notes scolaires, antécédents professionnels, dossiers médicaux et, plus accablant encore, les preuves de relations antérieures qui s'étaient terminées par un profit financier des malheurs de son partenaire. Pensais-tu vraiment être ma première épouse infidèle, Julia? Que j'avais atteint la 50aine sans savoir reconnaître les signes de trahison. Le rire de Bruce était sincèrement amusé. Tu es la 3e femme à essayer de me manipuler pour obtenir un gain financier. La différence, c'est que cette fois, j'étais préparé. Les autres femmes n'ont plus de raison d'être dans cette conversation. Ce qui compte maintenant, c'est de déterminer ton sort et celui de tes conspirateurs. L'instinct de survie de Julia l'emporta finalement sur son choc. Si tu dois me tuer, fais-le. Arrête de jouer à ce jeu. Te tuer serait simple, Julia, mais les solutions simples ne servent pas mes objectifs généraux. Bruce se laissa aller en arrière. Assis sur sa chaise, l'observant avec l'intérêt détaché d'un scientifique examinant un spécimen. Votre mort doit envoyer un message à quiconque pourrait envisager de me trahir. Elle doit être mémorable, instructive et absolument définitive. Quelque part dans le bâtiment parvint un cri étouffé, bref, mais indéniablement humain. Le sang de Julia se glaça en reconnaissant la voix de Clay. Comme je l'ai dit, vos amis reçoivent une éducation et une responsabilité, dit Bruce. Clay apprend les conséquences de l'utilisation de son entreprise de sécurité pour cibler ses anciens coéquipiers. Carrie découvre ce qui arrive à ceux qui abusent de leurs relations militaires à des fins criminelles. On rappelle à You pourquoi trahir la confiance dans notre profession est traditionnellement passible de la peine capitale. Vous les torturez. Je leur extorque des informations sur leurs autres activités criminelles tout en m'assurant qu'ils comprennent la gravité de leurs erreurs. Le processus est minutieux. Un autre cri résonna dans le bâtiment. Celui-ci provenait clairement de Hugh. Julia se boucha les oreilles, mais Bruce continua de parler sur le même ton. Chacun d'eux se croyait assez intelligent pour me manipuler. Clay pensait que sa surveillance et les compétences le rendent invisible. Carrie a supposé que ses connexions d'importation lui avaient donné un effet de levier sur mes opérations. Hugh a imaginé que ses contacts chargés de l'application des lois le protégeraient des conséquences. Ils avaient tous tort. Bruce a ouvert un 4e dossier et a retiré un tableau organisationnel détaillé montrant des liens entre Julia, Frédéric, Clay, Carrie, Hugh et des dizaines d'autres personnes. Le graphique a révélé un réseau criminel beaucoup plus étendu que Julia ne l'avait réalisé. Celui qui comprenait des fonctionnaires corrompus, des passeurs internationaux et des tueurs professionnels opérant dans plusieurs pays. Votre complot ne se limitait pas à m'éliminer et à voler mon entreprise. Bruce a poursuivi, vous prévoyez de devenir la branche américaine d'un syndicat international du crime. Les connexions de Frédéric atteignent de Seattle à Singapour, impliquant des personnes qui circulent dans les armes, la drogue et les êtres humains. Votre plan était d'utiliser ma mort comme entrée dans ce monde. Julia regarda le graphique dans une horreur croissante. Elle avait connu que Frédéric avait des liens criminels, mais la portée de son réseau était à couper le souffle. Je ne savais pas la plupart de cela. L'ignorance n'est pas une défense, Julia. Vous avez choisi de vous allier avec des personnes dont le modèle d'entreprise implique une violence systématique et exploitation. Vos motivations ne changent pas les conséquences de vos actions. Bruce se leva et se dirigea vers l'une des fenêtres cassées surplombant le son de Puey. Au loin, les toits de Seattle ont brillé au soleil de l'après-midi,
un rappel du monde normal qui existait au-delà de cette chambre de jugement. Voici ce qui va se passer, a déclaré Bruce sans se retourner. Vous allez me fournir des informations complètes sur l'organisation de Frédéric, y compris les noms, les emplacements et les détails opérationnels. Vous allez me donner accès à tous.